Comme chaque année, le 23 avril est célébrée la Journée mondiale du livre. Par la même occasion, l'on rend hommage à la richesse de la littérature et à ceux qui la créent. La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, instaurée par l'UNESCO en 1995, célèbre le pouvoir des mots et de l'importance de la lecture dans nos vies. Prétexte pour univers scolaire de s'arrêter sur ce sujet afin de voir son importance, mais aussi les défis à l'ère numérique et les perspectives du livre. Le livre nous permet-il de communier avec les autres? En tout cas, nous communions avec les sommités qui sont dans le milieu, dans le domaine du livre et de l'édition. Aujourd'hui, Univers scolaire est à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci infiniment à monsieur le directeur de la Bibliothèque centrale de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, monsieur Abdoulaye Gueye, de nous recevoir ici à l'UGB. Merci, monsieur Gueye. Merci beaucoup, Youssouf. Et merci également de faire le déplacement de Saint-Louis à Dakar. C'est un honneur pour nous, mais surtout un plaisir de vous recevoir. Merci. Plaisir partagé donc autour de moi. Vous le savez, Abdoulaye Gueye, qui est le directeur de la Bibliothèque centrale de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Également, Madame Fama Diagne Sen, qui est donc Madame la présidente du consortium des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Grand prix du chef de l'État pour les lettres. Et également, Madame Ramatoulaye Pouy, qui était à la direction du livre, mais aujourd'hui qui est à la Bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci mesdames également d'être parmi nous aujourd'hui. Fama, bonjour. Bonjour Conté, c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission pour la Journée internationale du livre et du droit d'auteur qui est célébrée aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. C'est un honneur également pour moi de vous faire face aujourd'hui. Merci. Et nous sommes également avec Madame Ramatoulaye Pouy. Je l'ai dit, elle était à la direction du livre et de la promotion de la lecture. Aujourd'hui, elle est à la Bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Madame Pouy, c'est bien cela? Oui, Madame Diao. Madame Diao, merci d'être parmi nous. Oui, merci Conté, c'est gentil. Vraiment, je suis honorée d'être à l'UGB, à la Bibliothèque centrale, et de parler de la Journée mondiale du livre et de la lecture. Et donc, pour la cérémonie, nous sommes invités d'honneur ici à l'UGB. Et donc, toutes nos félicitations pour la célébration du livre. Merci. Merci infiniment. Donc on va axer notre communication sur la thématique, par exemple la bibliothèque à l'ère numérique, mais on va commencer avec Madame Fama. Aujourd'hui, quelle est la situation des bibliothèques, surtout universitaires, vous en tant que présidente du consortium? Merci Conté. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de dire que je suis auteur, certes, mais je suis bibliothécaire parce que je gère la bibliothèque de l'Université Anta Diop de Bambey. Je suis donc éditrice aussi, j'ai une maison d'édition. Et donc, je connais un peu le monde du livre. Vous portez plusieurs casquettes ici alors. Exactement, donc j'ai plusieurs casquettes. Peut-être rappeler un peu que la Journée internationale du livre et du droit d'auteur a été célébrée dans les années 30 déjà à Barcelone, parce que c'était pour rendre hommage à Cervantes, qui est décédé le 23 avril 1616. Et les gens disent quand même qu'il est décédé le même jour que Shakespeare, même si à Barcelone, les gens utilisaient le calendrier grégorien, en Europe, le calendrier julien, mais ils sont décédés à 10 jours d'intervalle. Mais bon, c'est à ces deux grands écrivains que l'UNESCO a voulu rendre hommage en 1955. Donc, au niveau de nos bibliothèques universitaires, il y a un petit problème parce que quand les étudiants arrivent en première année, on se rend compte qu'ils fréquentent pour la première fois une bibliothèque. Et cela nous déchire le cœur littéralement. C'est grave. Ils ont fait tout leur cursus, de l'école maternelle à l'école élémentaire, collège et lycée, sans jamais mettre les pieds dans une bibliothèque. Ce n'est peut-être pas de leur faute. Parce que dans tous les cursus, il n'y a pas de bibliothèque. Et on les voit errer dans la bibliothèque. Ils ont soif de savoir. Ils veulent lire, mais ils ne savent pas trouver ce qu'ils veulent. Et c'est compliqué. Donc c'est notre système même qu'il faudrait peut-être revoir. J'ai eu un fils qui a fait l'école primaire quelque part. Mais tous les vendredis, ils allaient dans leur bibliothèque d'école. Ils cherchaient une bande dessinée, un livre qu'ils lisaient.
Et le lundi, ils devaient faire la restitution devant leurs camarades. Et ils adoraient lire. Quand j'ai été muté à l'intérieur du Sénégal, ils m'ont suivi, il n'y avait plus de bibliothèque dans leur école. Donc on sentait qu'il lui manquait quelque chose, mais ils ne savaient pas où trouver. Donc c'est ce problème-là que les bibliothèques universitaires rencontrent d'abord. Comment mettre l'ouvrage plus proche de l'étudiant. Voilà, comment le former davantage à ça. Et ça, c'est un énorme problème. C'est une problématique. Est-ce que cette problématique-là est une réalité ici à l'UGB, M. Abdoulaye Gueye? Quel est l'état actuel de votre bibliothèque centrale et quelles sont ses missions? Merci beaucoup. Je me réjouis de cette rencontre, mais également vous féliciter du travail que vous êtes en train d'abattre. Et par rapport à l'UGB, je vais peut-être rejoindre Madame la Présidente Fama, parce que nous avons les mêmes réalités dans chaque une de nos universités. Bon, peut-être la particularité de l'université Gaston Berger est que nous avons peut-être des services de documentation qui fonctionnent. Les services de documentation, si j'en parle, parce que tout simplement, toutes les UFR, à l'instar de l'UPSL, Institut Polytechnique de Saint-Louis, qui ne dispose pas pour le moment d'un service de documentation. Mais par contre, les UFR anciennes, c'est-à-dire l'UFR LSH, l'UFR SAD, l'UFR SEC et l'UFR SJP, avaient des centres de documentation. Même les nouvelles UFR qui ont été créées entre 2010 et 2013, elles également, elles disposent des bibliothèques facultaires. Et ce qui nous facilite un peu le travail. Parce que tout simplement, ces centres services de documentation qui ont été créés avaient pour rôle, ou ont pour rôle, de recevoir les étudiants masterants et doctorants, c'est-à-dire ceux qui sont au niveau de la recherche. Maintenant, le rôle, dans ce cas de cette bibliothèque centrale que je dirige, c'est particulièrement, on met l'accent sur le premier cycle, c'est-à-dire les étudiants qui sont au niveau de licence. Ces étudiants-là qui viennent d'arriver, comme l'a dit tout à l'heure Madame la Présidente, certains, pour la première fois, fréquentent la bibliothèque. Donc nous avons un rôle dans ce cas, et pour gérer ce problème, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle les amphis de rentrée. Tous les amphis de rentrée, le directeur de la bibliothèque que je suis invité pour un peu expliquer aux étudiants comment fréquenter la bibliothèque, quelles sont les ressources disponibles dans la bibliothèque, et quels sont les horaires d'ouverture et toutes les informations relatives au fonctionnement de cette bibliothèque. Il y a également une autre chose importante pour moi qui permet d'aider un peu les étudiants par rapport aux problèmes qui sont rencontrés souvent. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte les visites guidées. Donc chaque UFR également, après l'inscription pédagogique, bien entendu que l'inscription administrative elle est faite par le ministère, mais c'est l'inscription pédagogique. On en profite. À chaque fois, on parle avec les présidents d'amicales qui nous donnent les étudiants en groupe, petits groupes. S'ils viennent, le rôle de la bibliothèque, c'est d'aider ces étudiants-là, leur permettre de visiter la bibliothèque et également d'avoir les informations dont ils souhaitent. Bon, certains étudiants, pour la première, ce sera la première et la dernière fois. D'autres également, c'est le moment quand même de les inciter à revenir pour voir ce que la bibliothèque dispose comme ressources documentaires, physiques et numériques. Il y a également un autre élément. Nous, on fait, depuis que j'ai été élu directeur, on a créé des sessions de formation. Et ces formations-là contribuent également à donner les informations aux étudiants. C'est-à-dire, au lieu que les étudiants viennent vers nous, c'est nous qui allons vers les étudiants. Là également, c'est un système qui nous a permis quand même de régler certains problèmes. Malgré tout, il y a des étudiants qui ne viennent jamais à la bibliothèque centrale. Ça, c'est un défi. Par contre, ils sont obligés de venir en fin de cycle parce que tout simplement, la bibliothèque délivre un quitus. À chaque fois, je dis à un étudiant, pour la première fois, vous venez à la bibliothèque, donc c'est pas normal. On les sensibilise pour que l'étudiant, s'il quitte la licence pour aller au master, et là également, on en profite. Soit, premièrement, ils viennent obligatoirement, et soit s'ils viennent, c'est pour la dernière fois, c'est pour avoir le quitus final pour leur permettre d'avoir également leur diplôme. En ce moment également, on en profite. Si l'étudiant est admis à un niveau supérieur, là, le message qui a été donné permet à l'étudiant de pouvoir être conscientisé. Donc, en gros, c'est ce qui existe à l'UGB. Malgré que voilà, c'est la situation, mais malgré tout ça, on essaie quand même de contrecarrer pour trouver des solutions pour faire de la bibliothèque le poumon de l'université. Donc, on sent incontournable pour la recherche et la documentation. On comprend qu'il y a beaucoup de défis à relever. On va maintenant se tourner vers Madame Ramatoulaye puis Madame Diaw.
Madame Diaw, je l'ai dit, vous étiez à la direction du livre et de la promotion de la lecture, mais aujourd'hui vous êtes de l'autre côté, vous êtes à la bibliothèque centrale de l'UCAD. Déjà, que représente cette journée pour vous en tant qu'ancienne de la direction, mais en tant que bibliothécaire? Que représente cette journée? Mais également, qu'est-ce que l'État est en train de faire dans ce cadre-là, dans le cadre de la promotion de la lecture, de la promotion du livre? Merci, M. Conté. Donc, cette journée est très importante donc, pour moi et pour tous les bibliothécaires, pour tous les lecteurs également. Et donc, notre rôle, c'est de les sensibiliser à lire. Et la lecture ne s'arrête pas seulement aux livres imprimés. Donc, il y a les technologies. Sur sa tablette, le lecteur peut lire un ouvrage numérique. Et les bibliothèques sont hybrides. Donc, la plupart des bibliothèques sont hybrides. C'est des bibliothèques qui ont à la fois des collections imprimées et des collections numériques. Et même au niveau de la bibliothèque centrale de l'UCAD, nous avons une bibliothèque numérique. Et même pendant le Covid, donc les activités étaient bloquées, mais la bibliothèque numérique fonctionnait. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement à l'intérieur de la bibliothèque qu'on a la documentation, mais on a la documentation depuis chez soi. Vous avez facilité l'accès. C'est ça. On a facilité l'accès. Et je crois que le gouvernement est donc sur ça, donc démocratiser la lecture. Et même pour la construction de la Bibliothèque nationale, je crois qu'il y a de grands pas qui sont en train d'être faits. Et peut-être que prochainement, on pourra avoir ce joyau pour la culture sénégalaise. Donc, ça va être un patrimoine pour la culture sénégalaise. Très certainement, ça va être un patrimoine. On va en parler tout à l'heure. Mais je reviens avec Madame Fama Diagne. Fama Diagne, vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a des étudiants pour la première fois. Ils découvrent une bibliothèque universitaire. Certains n'ont jamais mis le pied dans une bibliothèque. Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'obstacles qu'ils rencontrent avant d'arriver à l'université. Comment les relever, ces défis-là? Merci beaucoup, Conté. De toute façon, nous, au niveau de l'université et de la recherche en général au Sénégal, on a mis en place un consortium qui s'appelle le COBES, qui regroupe une quarantaine de bibliothèques d'université et de recherche. Donc, au sein du COBES, on y a réfléchi et on a mis sur pied, on a réfléchi sur des syllabus pour des cours de recherche documentaire. On a plusieurs ateliers de formation à Thiès, l'Université de Thiès et à Saint-Louis ici, où on les a validés avec des pédagogues, des technopédagogues. Et ces syllabus sont mis en ligne et donnés à tous les enseignants qui enseignent la recherche documentaire. Donc, dans tout le cursus, l'étudiant a de la licence, un cours de recherche documentaire, au master et en phase de doctorat. Donc ça, c'est un apport important du COBES pour aider les étudiants à savoir comment chercher, où chercher, les outils de recherche, etc. Donc ça, on est heureux en 2024 de pouvoir donner ça aux enseignants qui enseignent la recherche documentaire. Ça, on l'a fait. Aussi, au niveau du ministère du MESRI, le ministre nous a reçus récemment. Et lui-même, il dit que vous prêchez pour un convaincu déjà, parce qu'il est conscient du problème du livre et de la lecture au niveau des étudiants et de l'information documentaire en général. Donc nous, dans les prochaines semaines, on va aller dans un séminaire de 3 jours, financé par le MESRI, où on va réfléchir justement comment faciliter ces cours, faire des MOOC de recherche documentaire en ligne. Parce que les étudiants souvent n'ont peut-être pas le temps de venir tout le temps au cours. Mais si on fait les MOOC en recherche éducative libre et qu'on les met en ligne, l'étudiant peut suivre lui-même les vidéos et se former à partir de sa maison ou du campus ou de sa chambre d'étudiant. Donc ça, on va le mettre en ligne prochainement. On va mettre les ressources qu'il faut, les vidéos qu'il faut pour former l'ensemble des étudiants. Et il y a un de nos professeurs, Bernard Dion, qui disait que dans un pays de la sous-région africaine, même le
la commerçante au marché peut se connecter en ligne et lire sur Research for Life ou sur Science Direct. Pour dire qu'il faut qu'on démocratise cet aspect. Ne pas réserver seulement ça aux étudiants, mais faire de ces ressources-là des ressources éducatives libres pour le commerçant. Accès pour tout le monde. Accès pour tout le monde. Voilà, ça vraiment, le COBES, il travaille énormément. Mais je ne sais pas si vous avez pris en compte l'aspect, la fracture numérique, c'est également une réalité. Vous dites l'accès pour tout le monde, mais parmi vos étudiants, certains sont réfractaires au numérique. Ils ne s'y connaissent pas, ils ne sont pas in. Comment vous allez prendre ça en charge? Peut-être le directeur Abdoulaye va dire son mot. Mais à Bambey, vous en convenez avec moi, c'est une réalité. Il y a certains étudiants, ils ne veulent même pas toucher à l'ordinateur, aux techniques, quoi. C'est ce que la présidente a dit, peut-être confirmer d'abord ce que la présidente a dit, pour relever un peu les défis. C'est-à-dire on a essayé de contrecarrer un peu et trouver les étudiants là où ils sont, comme je l'ai dit tantôt. Par rapport également aux réfractaires, c'est très simple, hein, parce que nous on a une stratégie, peut-être cette stratégie qui est au niveau de l'UGB qu'on a essayé de faire marcher, et je pense que ça peut être une bonne idée. C'est-à-dire la première, c'est d'abord on a instauré dès la première année obligatoirement 3 cours. L'un, c'est la recherche documentaire, obligatoire. Il n'y a qu'à l'université où c'est obligatoire, Gaston Berger. Il y a également un autre cours qu'on appelle le cours d'anglais et le cours d'informatique. Donc l'étudiant, il est obligé, je dis bien, l'étudiant est obligé de manipuler pour la première fois l'ordinateur dans sa vie, en tout cas à l'UGB. Donc cet étudiant, si il a les prérequis pour consulter ou titiller l'ordinateur, et là ça lui donne également un goût. À l'UGB, ça on l'a. Quoi, vous avez déjà mis des ordinateurs à leur disposition? Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, quand je suis venu en tant que nouveau directeur, j'ai également mis en place un parc d'informatique, une vingtaine de machines. Ce sont des clients légers que j'ai un peu retravaillé avec mon service informatique pour en faire un parc informatique accessible gratuitement. Donc il n'y a pas un temps de connexion, il n'y a pas également c'est juste une réservation. Maintenant, pour le moment, on n'a pas besoin de faire la réservation parce que tout simplement, on n'a pas encore un rush. D'accord. Le fait que les machines sont utilisées 24/24, bon, en tout cas aux horaires d'ouverture de la bibliothèque centrale. Par exemple, c'est de 9h à 20h. Maintenant, là, ça c'est un premier aspect. Récemment également, avec l'appui de l'ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographique, on s'est dit qu'il y a des étudiants, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas. Ces étudiants qui n'ont pas, la solution qui a été trouvée, c'est d'abord de prendre les tablettes qui ont été données par l'ANSD en faisant la priorité à ces étudiants. Il nous arrive de pouvoir prêter ces documents. Mais ces tablettes, quand même, bon, on a exclu pour le moment les prêts à domicile. Donc, c'est juste les prêts à consultation sur place. Donc, l'étudiant a 2 choix. Soit il peut utiliser la tablette. Il a également l'obligation ou la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle l'ordinateur. Autre chose également, par rapport au campus social, là où il loge, le SECOS. Le SECOS, c'est le Centre Calcul Ousmane Seck, qui est dirigé par le professeur Jean-Marie Dembélé, qui a également, depuis sa nomination, essayé quand même de mettre le Wi-Fi partout. Ce qui fait que l'étudiant, il est obligé de travailler avec l'ordinateur. En plus également, un autre élément qui me semble très intéressant, et là également peut-être les gens du livre comme les doyens Fama et les doyens Malamine et les autres ne seront pas encore peut-être pour le moment d'accord parce qu'eux, ils préfèrent toujours le papier. Mais oui, mais par contre, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Est-ce que Abdoulaye, vous n'allez pas tuer le papier? Non, il y en a qui sont vraiment... Non, du tout. Ils sont inquiets. Je sais pourquoi, parce que tout simplement, un jour, je l'ai dit, le papier ne pourra être jamais remplacé par l'électronique. Mais vous allez quand même réduire la chaleur. Exactement, tout à fait. Comme l'a dit tout à l'heure notre collègue Mme Diaw, elle a raison. C'est des bibliothèques hybrides où il y a la combinaison des deux matières, c'est-à-dire la matière électronique et la matière physique. De ce fait qu'on ne tuera jamais le papier. Mais par contre, ce qui est plus important ici, c'est que le papier peut faire un travail, alors que là, quelque part, l'autre travail sera fait par le numérique. Parce que tout simplement, il y a des profs qui ne donnent plus le support. Ils vous envoient par WhatsApp, ils vous envoient par mail,
Et là, si vous n'avez pas un smartphone, une tablette, vous ne pouvez pas lire les cours. Et là également, il y a des étudiants qui n'ont pas la possibilité d'imprimer les supports de cours. Bon, par exemple, un prof peut bombarder, excusez-moi du terme, c'est trop lourd. 40 supports ou 5 supports ou 6 supports. Chaque support peut faire 100 pages. L'étudiant n'aura pas les moyens d'imprimer ça. Il est obligé de travailler avec le numérique. Donc ce qui fait que nous, pour ne pas tuer le papier à l'UGB, on a fait les deux. Par exemple, rien que les ouvrages physiques. Actuellement ici, on a plus de 94 000 ouvrages physiques. D'accord. Avec des bases de données comme les collègues l'ont dit. Mais par contre, au niveau des centres de documentation également, pareil. Donc si on fait le cumul de tous les documents physiques qui existent au niveau de l'UGB, on a presque 150 000 ouvrages. Donc le papier ne tuera jamais le physique. Il y aura toujours du papier physique. Mais quand même, on peut allier les deux. Peut-être que ce n'est pas l'idée de Mme Diao, Ramatoulaye. Aujourd'hui, on voit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres électroniques, mais le souci que j'ai avec ça, quand vous lisez par exemple sur votre smartphone, vous êtes connecté, automatiquement on vous envoie des messages sur WhatsApp, sur Messenger, ça vous distrait quand même. Qu'on se dit la vérité, hein? C'est pas ça? Oui, c'est vrai que ça peut amener de la distraction. Mais je crois que si les étudiants sont bien concentrés, donc ils peuvent s'en sortir. Et je crois que le papier, pour l'instant, ne va pas disparaître. Donc, il y a un moment où on disait que le papier allait disparaître, mais jusqu'à présent, ça persiste. Moi, je crois que le numérique renforce le papier. Puisque parfois, il y a des étudiants qui ne peuvent pas utiliser en continu le numérique. Donc, ils sont obligés d'imprimer. Et donc, également, le numérique, ça demande de l'électricité. Et on peut se trouver dans des endroits où il n'y a pas d'électricité, ou s'il y a coupure. Donc là, on aura forcément besoin du papier. Ce qui veut dire que le papier a toujours de beaux jours devant lui. Mais, tout à l'heure, Madame, comment elle s'appelle encore, Fama disait, il y en a qui n'ont jamais fréquenté une bibliothèque. Et ça aussi, quelque part, c'est une faillite de l'État. Parce qu'il n'y a pas de bibliothèque départementale. Vous allez à Velengara, il n'y a pas de bibliothèque. Certes, il y a des centres de lecture, mais quand même, il y a un besoin qui se fait sentir dans nos départements, dans nos régions, Madame Ramatoulaye. Vous qui étiez à la direction du livre, quelque part, on se dit que rien n'a été fait. Bon, pour la direction du livre, il y a beaucoup de claques qui ont été mis sur pied. Donc, centre d'animation et de lecture. Donc, CLAC, Centre de lecture et d'animation culturelle. Donc, surtout en milieu rural. Donc, il y en avait beaucoup. Ici, à Dakar, il y a le Centre culturel Blaise Senghor. Et je crois que la direction du livre fait beaucoup dans ce domaine. Peut-être que parfois, il y a des problèmes de moyens. Donc, ça peut être la raison. Mais en tout cas, la direction fait son mieux pour que le livre soit accessible. Mais vous qui êtes éditrice, Madame Fama, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part votre travail, votre métier est menacé? Pourquoi je le dis? Par exemple, aujourd'hui, vous publiez votre ouvrage. Au lieu que j'achète l'ouvrage, mais on m'envoie le format électronique sans l'avoir acheté. Quelque part, vous voyez ce que ça fait? Absolument. C'est un défi. Absolument, je suis d'accord avec vous, mais juste dire ce que, pour Ramatoulaye, ce qu'il dit tout à l'heure, que les versions numériques de nos manuels, par exemple, ont énormément contribué à réduire la fraction numérique. Parce qu'avant, quand un ouvrage paraissait chez Duno, par exemple, en France, je commande l'ouvrage pour ma bibliothèque, il faut compter entre 6 mois, le fait de commander, de payer, que ça puisse venir. Donc c'était un grand retard. Maintenant, quand l'ouvrage paraît aujourd'hui, l'étudiant sénégalais l'a aujourd'hui. Donc il a les mêmes champs documentaires que les étudiants d'Angleterre ou de France. Donc ça nous a permis quand même de réduire cela. Il y a un gain de temps. Il y a un énorme gain de temps. Voilà, pour revenir à votre question sur le livre et la version numérique, moi j'ai eu peut-être un ouvrage qui a été primé récemment en France d'un Sénégalais, je tairai le nom, mais moi je ne le trouvais pas en librairie au Sénégal, mais un ami me l'a envoyé en numérique. Effectivement, je l'ai lu, mais quelque part j'ai dit, oh ça c'est un manque à gagner. Comment il se fait que ce format numérique soit disponible? Parce que je cherche, on me dit, on vous l'envoie. Je n'ai rien payé. Et vous aussi, vous allez l'envoyer à quelqu'un?
Oui, quand j'ai envoyé à quelqu'un, effectivement. Finalement, c'est un manque à gagner. C'est un énorme manque. Alors que vous avez abattu un excellent travail. Je vous le dis. Ça vous a coûté des nuits. Je vous dis. Donc ça, c'est pas facile pour les éditeurs. De toute façon, les éditeurs sénégalais, ils éditent à perte. Là, il y a un auteur que j'ai été récemment qui s'est fâché parce qu'il a eu, je ne sais pas, 12% de droits d'auteur alors qu'il s'attendait à avoir beaucoup d'argent. J'ai dit, écoutez, vous avez de la chance parce qu'on vous a payé. Moi, j'ai publié 13 ouvrages aujourd'hui. Si je ne travaille pas à la bibliothèque, à la fin du mois, je n'ai rien pour nourrir ma famille. Malgré ça. Donc cela veut dire que l'écriture ne nourrit pas son homme. Je vous dis, ça ne nourrit pas du tout son homme. Il n'y a aucun autre Sénégalais qui peut vous dire qu'il vit uniquement de sa plume. C'est difficile. Mon premier roman, Le Chant des Ténèbres, a eu le Grand Prix. Les NEA ont édité 1000 exemplaires. Les NEA ont passé plus de 4 à 5 ans pour les vendre. Vous voyez? Donc ça s'écoule très très lentement. On a un petit marché, on n'achète pas beaucoup. Prêtez-moi votre ouvrage, prêtez-moi, mais les gens. Moi, les 50 exemplaires que les NEA m'ont donné, j'ai rien vendu, j'ai donné à des amis. Donc c'est un système extrêmement compliqué, mais je pense que si l'État avait fait, l'État fait beaucoup d'efforts, comme l'a dit Ramatoulaye, la direction aussi. Mais il faudrait que, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale, que chaque école ait sa bibliothèque. Chaque école élémentaire devrait avoir une bibliothèque. Ouais. Le ministère devrait acheter les ouvrages des auteurs sénégalais et autres à mettre là-bas. Chaque collège sénégalais devrait avoir sa bibliothèque. Chaque lycée, et je ne dis pas les universités. Donc si ce système-là était maillé fortement, les éditeurs allaient s'en sortir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est une école sur 10 au Sénégal qui a une bibliothèque. Et ça, ce n'est pas du tout normal. Oui, ça c'est une réalité, mais l'autre réalité, c'est également vous ou nous les parents, nous laissons nos enfants devant la télévision, sur leur smartphone, ils ne lisent pas. Exactement. Quelque part également, notre responsabilité est engagée, Madame Faba. Même les cadeaux de fin d'année. Moi, on me reproche toujours en famille. Pourquoi maman vous n'offrez que des livres? Mon ami, mais c'est parce que c'est le plus beau cadeau. Mais c'est le plus beau cadeau. Ouais. Déjà, le fait d'écrire un ouvrage, c'est un geste de générosité pour partager son idée avec les autres. Donc, offrir un ouvrage, mais maintenant, il commence à aimer. Moi, j'ai dit, quelqu'un peut vous offrir autre chose. Mais moi, j'offre que des livres, je les offre. Donc, nous aussi, vraiment, on a des responsables en tant que parents pour donner les livres aux enfants, les aider à lire et de ne pas les laisser tout le temps devant la télé ou avec leur téléphone. Voilà, ils se perdent sur le net. Voilà, je pense que c'est important que les parents puissent jouer quelque chose. Merci beaucoup. Il est important que les parents puissent jouer quelque chose. On ne va pas oublier le droit d'auteur. Hein, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission éducative sur Radio Sénégal International 92.5. Univers scolaire qui a déplacé aujourd'hui son studio. Nous sommes à l'UGB en face de la bibliothèque centrale, très symbolique pour marquer cette journée. Et nous sommes avec des sommités qui sont dans le milieu du livre et de l'édition. Ramatoulaye, comme j'ai dit, vous avez eu à travailler sur le droit d'auteur. Voulez-vous bien nous en parler, s'il vous plaît? Bon, par rapport au droit d'auteur, donc, par exemple, pour une bibliothèque numérique, on n'a pas le droit de tout mettre, de mettre tout en ligne et de le rendre accessible à tout le monde. La bibliothèque numérique est soumise au droit d'auteur. Pour mettre un document dans une bibliothèque numérique, donc il faudrait au préalable qu'on puisse avoir l'accord de l'auteur. Donc s'il est toujours en vie, donc s'il n'est pas en vie, peut-être qu'on peut voir avec les ayants droit. Et donc là, au bout d'un certain moment, l'ouvrage peut tomber dans le domaine public. Et si ça tombe dans le domaine public, là, on n'a plus besoin d'autorisation. Mais quand même, pour des documents récents, là, il faut toujours avoir l'accord de l'auteur ou bien des ayants droit. Tout à fait, Madame Ramatoulaye, c'est important. Mais je voudrais également, puisqu'on a parlé du numérique, aujourd'hui, M. Abdoulaye Gueye, de plus en plus on parle de l'intelligence artificielle, l'IA. Aujourd'hui, en quoi l'IA puisse être utile aux bibliothèques centrales, par exemple? Oui, merci beaucoup, Youssouf. Je pense que c'est une question d'actualité et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes à Saint-Louis
pour essayer de voir, nous, en tant que spécialistes de l'information documentaire, bibliothécaires, archivistes, documentalistes et autres acteurs du livre, comment nous allons anticiper sur l'IA. Raison pour laquelle, si vous voyez, toutes les thématiques tournent autour de l'IA. Donc là, nous avons anticipé, comme toujours, en invitant d'éminentes personnalités. Et la journée d'aujourd'hui qui correspond à la célébration du livre, le 23 avril. Ouais. Bien entendu, on va écouter un collègue, le collègue Benoît, avec le professeur Amen Gaye, qui vont parler effectivement de l'IA et les bibliothèques. Donc pour vous dire que vous voyez l'importance de cette question. Pour l'IA et la bibliothèque, nous par exemple à l'UGB, on a essayé d'anticiper un peu sur cette question. Parce que tout simplement, il y a des formations qui ont été organisées. Il y a une même qui a été financée, comme l'a dit tout à l'heure Madame la Présidente, par le COBES, avec l'AUF. Et je me rappelle, cette formation avait donné un goût, avait donné un tonus, avait donné également un coup de pouce aux collègues, de pouvoir peut-être se dire que ça, il faut y être. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est le train qui part. Si on n'est pas prêt, on est obligé d'être dépassé. Donc le train va aller sans nous. Donc pour ne pas être en reste, nous sommes obligés d'anticiper un peu sur l'IA. Par rapport à la question plus précisément, l'IA nous permet, toutes les tâches bibliothéconomiques, l'IA peut vous le faire en moins de temps. Par exemple, le catalogage, l'indexation. Moi, il m'arrive, avec les collègues, de pouvoir peut-être faire une liste de références bibliographiques sur un domaine. Mais quand même, ce que je dis souvent, peut-être c'est ça l'aspect, peut-être vous allez revenir sur cette question. Les défis ou bien les contraintes de l'IA, c'est je ne préconise pas cette IA-là à des étudiants de la première année jusqu'aux étudiants de la licence 3. Oui. Parce que tout simplement, ces étudiants, s'ils commencent à utiliser l'IA, ils peuvent être paresseux. Ouais. Donc l'IA, je pense que pour ceux qui doivent l'utiliser, nous, en tant que professionnels de l'information, c'est juste dans le cadre de notre travail, pour être plus performants. Parce que ce qu'on faisait en plus de temps, on le fait en moins de temps. Pour être également plus bénéfique. C'est-à-dire, si je dis être plus bénéfique, c'est en matière de catalogage. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les normes qui sont déjà identifiées et décrites. Ouais. L'IA peut vous permettre, au lieu de réfléchir, c'est la machine qui réfléchit pour vous. Donc l'indexation, elle est possible avec la machine. La génération de listes de références bibliographiques, elle est disponible, elle est possible avec la machine. Mais surtout, bien entendu, moi, il m'arrive peut-être, ça, je le dis très souvent, si quelqu'un m'écrit un mail, je perds plus de temps. Je prends le mail, je dis à l'IA, répondez à ce mail. Automatiquement, oui, automatiquement, l'IA répond à ce mail. Mais par exemple, il m'arrive même un rapport, je peux le faire en 1 minute. Et là, tous ces détails-là. Mais quand même, il y a des conséquences parce qu'après, ça nous rend paresseux. On ne réfléchit plus. Oui, c'est parce que tout simplement, on réfléchit, bien entendu, parce qu'il y a des prompts. Parce que l'IA, l'utilisation de l'IA, elle est différente de l'utilisation des moteurs de recherche que nous avons l'habitude d'utiliser, comme Google. Google, vous ne pouvez pas dire à Google de faire un mémoire. Non, Google ne fera pas ça. C'est ce que je dis, mais quand vous demandez à ChatGPT, par exemple, de répondre à ce message-là, et que vous soyez habitué à cela, cela veut dire qu'après vous devenez paresseux. Raison pour laquelle, ce que je disais, il faut avoir un niveau pour pouvoir le faire. Parce que le fait d'interroger l'IA, là, il faut avoir un niveau pour le faire. C'est ce qu'on appelle les prompts. Les prompts, on les utilise pas n'importe quoi et n'importe comment. Il faudrait être outillé. Maintenant, ce que nous pouvons faire, la machine, c'est une machine. L'œuvre humaine, elle n'est jamais parfaite. À plus forte raison, l'œuvre d'un ordinateur, d'une machine. Moi, ce que je fais, parfois, l'œuvre de l'ordinateur elle est beaucoup plus parfaite. Hein? Oui, tout à fait, raison. Mais raison pour laquelle... Est-ce que vous arrivez, vous, en tant que spécialiste dans le domaine, par exemple, de pouvoir détecter un travail qui a été fait sur l'IA par un étudiant? Absolument, très bien, facile. Vous voyez, Madame la Présidente a même confirmé. Effectivement, automatiquement, quand je vois un texte, je sais que ce texte-là, il a été écrit par l'IA. Mais par contre, il y a d'autres IA qui vous permettent d'humaniser le texte d'une IA. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a une IA, peut-être pour ne pas faire de la publicité, si vous prenez une recherche sur une IA, vous pouvez mettre ça dans l'autre IA qui vous dit ce texte a été fait par une IA. Maintenant, est-ce que vous pensez humaniser le texte? Si vous dites oui, il va essayer d'humaniser le texte et sortir tout ce qui est IA et derrière. Nous, on a des logiciels, mais ce sont des logiciels payants pour le moment. En tout cas, il n'y a pas encore de logiciel gratuit à ma connaissance. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire nous,
en tant que responsable, en tant que spécialiste de l'information, en tant que bibliothécaire archive documentale, on sait, comme l'a dit Madame la Présidente, identifier tout de suite un texte. Mais ce qu'on peut faire, nous, on peut à chaque fois, s'il y a un texte qui a été écrit par un couteau à double tranchant. Voilà, c'est ça. Mais malgré tout, quand même, je pense que c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. En tout cas, il faut tout faire pour l'utiliser. Et ne pas l'utiliser, c'est ça qui est le malheur. Et ça, il faut d'abord, au préalable, former vos étudiants dans ce domaine-là. Exactement. Mais on va aborder également la bibliothèque nationale qui est annoncée par les nouvelles autorités. Il y a un forum du livre également qui est prévu. Vous, en tant que COBES, comment appréciez-vous ces initiatives des nouvelles autorités à la tête du pays? Oui, je pense que, comme on dit, la machine est en marche. Elle est véritablement en marche. Et je pense qu'aujourd'hui, rien ne peut l'arrêter. Le peuple sénégalais, aujourd'hui, est prêt à affronter l'évolution, comme on dit, la modernité. Déjà, le directeur du livre l'a dit tout à l'heure, il y a le forum qui va se tenir sous l'appui des hautes autorités. Et je pense qu'à l'issue de ce forum, beaucoup de choses vont changer, notamment la mise en place de la bibliothèque nationale. Parce que les gens y réfléchissent depuis des années. Ramatoulaye peut en témoigner. Tout a été écrit. On révise, mais tout est prêt. Tout à fait. Les gens cherchent un local où le mettre, mais tout à l'heure, il y a le professeur Mbatiam qui disait qu'il ne faut pas mettre ça dans une ville, je ne veux pas citer. Mais n'importe où, nous, on est prêts à recevoir cette grande bibliothèque nationale parce qu'il est temps que le Sénégal ait sa bibliothèque nationale. Chaque fois quand je voyage, on me dit, mais comment il se fait que le Sénégal, ce beau pays, dirigé par Léopold Sédar Senghor, l'éminent écrivain, comment un pays de lettres, avec Mariam Maba, Amida Sofal, tous ces géants. Hommage à ces grandes dames. Pourquoi on n'est pas bibliothèque nationale? Mais enfin, on ne comprend pas. Mais de toute façon, la vie suit son cours. Mais on est sûr qu'on va y arriver. Les autres qui ont des bibliothèques nationales, les pays sous-régionaux, je pense qu'on a assez de volonté, je pense de volonté politique pour mettre en place une belle bibliothèque nationale. Et ce jour-là, on sera heureux. Et je pense que ça va arriver. Et puis ça va apporter un point important. Tout à l'heure, vous avez dit pour les droits d'auteur. Je veux juste dire, après Ramatoulaye, que la SODAV, qui est la Société nationale de droits d'auteur et droits voisins, j'ai été administratrice de la SODAV pendant plusieurs années. Mais là, on a beaucoup travaillé pour que les auteurs sénégalais, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient musiciens ou autres, paloriers, puissent quand même un peu bénéficier de leur œuvre. Donc, on a fait le répertoire des écrivains, des musiciens, des danseurs, etc., des artistes sénégalais. Et la SODA veille à ce que chaque artiste soit rémunéré quand son œuvre a été reprise quelque part ou jouée, etc. Donc ça, ce sont des petites institutions nationales qui travaillent énormément, dans l'ombre peut-être. Mais un jour, quand tout sera fédéré, ça sera un moment important. Ça, c'est vrai. L'autre chose, c'est l'IA. Au fait, mon fils, récemment, on lui a donné un exposé sur les contes d'Amadou Koumba. Il est en classe de seconde. Il a lu l'œuvre. Mais pour l'exposé de présentation dans sa cas, il a fait en 5 minutes. Avec, je ne vais pas nommer, avec l'IA. 5 minutes, il a fini. J'ai dit, je regarde. Mais quand j'ai lu, mais l'IA lui a fait la présentation de Birago Diop, sa biographie, tous les contes, les résumés des contes en 5 minutes. C'est extraordinaire. Moi-même, en tant qu'auteur, j'ai testé un outil. J'ai écrit un texte sur le cas de féminicide au Sénégal, c'est-à-dire les femmes qui ont été violées ou tuées ou agressées. J'ai pris 40 cas. J'ai mis leur nom, prénom, le lieu où ça s'est passé, la date. L'IA m'a donné le texte en moins de 15 minutes. L'ouvrage que je devais écrire en 2 ans ou 1 année d'écriture, je l'ai en 15 minutes. Donc on ne peut pas arrêter. Comme on dit, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Donc ça marche. Mais maintenant, il faut légiférer autour de ça. Mais on ne peut pas interdire aux étudiants de l'utiliser. Mais il faut que l'utiliser intelligemment. Voilà, ne pas être esclave de cet outil, mais l'utiliser pour... voilà. C'est ma crainte. Je crains que les gens aillent vers ça. Je crains aussi. On ne sera pas plus intelligent dans une année.
C'est ma crainte en tout Moi aussi. J'ai parlé du Forum du Livre, hein. L'État du Sénégal qui est en train de faire de très belles initiatives dans ce sens-là, le livre, l'édition, les archives, parce qu'il y a un local également qui est prévu pour ça. Tout ça également, Madame Ramatoulaye, ce sont des initiatives que vous appréciez? Oui, en tant que professionnel du livre, j'apprécie. Et je crois que ça vient en son heure, puisque le Sénégal en a vraiment besoin. Et donc, pour rebondir sur la Bibliothèque nationale, on peut dire qu'il n'y a que le bâtiment qui reste. Donc, il y a la bibliographie nationale qui sortait avec la Bibliothèque des archives. Et la Bibliothèque des archives reçoit également le dépôt légal, donc qui est dévolu à la Bibliothèque nationale. Donc, on peut dire que c'est le bâtiment qui nous reste. Et je crois que ces nouvelles autorités-là vont tout faire pour qu'on puisse avoir enfin une bibliothèque nationale. Puisque le décret date du premier président en 1976 et vraiment, donc tous les professionnels se mobilisent pour ça. Pour la matérialisation. Oui, pour la matérialisation de la Bibliothèque nationale. Et la Maison des archives également. Ouais. Peut-être un mot, M. Abdoulaye Gueye, sur la Bibliothèque nationale, le Forum du Livre, avant qu'on termine cette émission. Oui, tout à fait. Et là, c'est une opportunité pour nous, parce que quand le président, dans le cadre d'une de ses sorties, a effectivement prononcé, et depuis ce jour, nous, en tant que spécialistes de l'information, on était vraiment plus que fiers. Parce qu'entendre le président de la République prononcer quelque chose qui va dans le sens d'une organisation qui concerne les bibliothécaires, les archivistes et les documentaristes que nous sommes, c'est une fierté pour nous. Autre chose également par rapport à la Bibliothèque nationale, vous en avez parlé, quelqu'un même l'a dit lors de nos conférences, parce qu'on ne peut pas concevoir, ici en Mauritanie, la Mauritanie qui copie tout le temps, j'ose le dire, le Sénégal sur certains aspects, a une bibliothèque nationale. Et également, on a donné l'exemple de la Gambie. Tous ces pays ont des bibliothèques nationales. Et le Sénégal tarde à avoir cette bibliothèque nationale. Mais Dieu merci, parce que tout simplement, il y a les autres présidents qui avaient juste une idée, de Senghor à Macky, en passant par Diouf et Wade. Mais le projet, Inch'Allah, on a senti quand même que ce n'est plus un projet, mais c'est une décision qui a été donnée. Et on sent que peut-être d'ici quelques années, la bibliothèque verra le jour. Et ça permet également, comme les collègues l'ont dit, d'avoir ce qu'on appelle un dépôt légal. Si le dépôt légal, ça permet à Mme Fama Diagne-Sen, peut-être elle est obligée de déposer ses documents au niveau de cette bibliothèque. Donc, il se fait que d'ici 200 ans, même si on verra plus Fama, mais on verra ses écrits. Mais il n'y a aucune institution au Sénégal qui peut garder la mémoire du Sénégal. Il n'y en a pas. Donc de ce fait que cette bibliothèque nationale jouera ce rôle. En tout cas, on est très conscient et on est très également confiant des nouvelles autorités, parce que je sais pertinemment qu'ils vont tenir promesse en érigeant ce qu'on appelle une bibliothèque nationale au Sénégal. Madame Fama Diagne-Sen, l'autre défi certainement, c'est aussi enseigner nos auteurs dans nos écoles. Oui, c'est exactement. C'est un défi également. Oui, mais ça va arriver. On doit pouvoir enseigner femme. Oui, je suis optimiste. Ça va arriver. Mais je suis très contente parce que, comme on dit, il faut laisser le temps au temps. Oui. Aujourd'hui, une si longue lettre de Mariam Maba, la grande romancière. L'œuvre est au programme en cas de 3e, c'est magnifique. L'œuvre de Marouba Fall, la collégienne, est au programme. Et il y a d'autres œuvres aussi. Il y a Les Contes d'Amand de Kumba, L'os de Morlam. Donc, on est conscient de ce que nous avons. Les autorités, je pense, un jour, il y avait Mme Annie Colli, qui fait partie de l'association des professeurs de langue, qui a dit qu'on ne peut pas réviser les programmes chaque année. Mais les gens y réfléchissent. Je pense qu'ils vont remettre sur la table le programme français
qu'on enseigne dans les lycées et collèges et ils vont mettre beaucoup plus d'écrivains sénégalais. Moi, je ne sais pas si je serai là ou pas, mais je rêve véritablement un jour de voir le Chant des Ténèbres dans notre programme parce que j'ai vu beaucoup de choses et je pense que ça va apporter beaucoup aux lecteurs sénégalais. Voilà, on sera content. Mais on espère. Je l'espère aussi. En tout cas, c'était un énorme plaisir pour moi de vous interviewer à l'occasion de cette journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci Conté, merci beaucoup. Merci beaucoup Youssouf, merci à tous, merci à toutes. Merci. Bonne fête à Merci Ramatoulaye. Oui, merci beaucoup. Vivement qu'on ait la Bibliothèque nationale, Inch'Allah. Inch'Allah, nous l'espérons. Merci infiniment, amis auditeurs de Radio Sénégal. Univers scolaire, c'est fini aujourd'hui. Nos invités, c'était Abdoulaye Gueye, le directeur de la Bibliothèque centrale de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Femme Diagne Sen, qui est la présidente du COBES, c'est bien cela, le consortium des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, mais également Ramatoulaye Pouy, Madame Diaw, qui est aujourd'hui à la bibliothèque centrale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais qui était auparavant à la direction du livre et de la promotion de la lecture. Ce fut un énorme plaisir de les écouter parler du livre et de la promotion de la lecture. Et merci infiniment également à la RTS Saint-Louis, Omar Ning, chef département de la station régionale de la vieille ville, Fatou Sall, Daba Diallo, Souleymane Choy et le grand technicien Diallo. Et également merci à Medoun Fall qui a enregistré cette émission ici à l'UGB en face de la bibliothèque centrale. Je remercie également Cheikh Diop qui a coordonné cette émission. Univers scolaire vous donne rendez-vous dans une semaine. Merci.